La mondialisation des entreprises et des organisations avive aussi les résistances d'ordre culturel. Comment s'organiser pour produire loin de ses bases et favoriser des synergies ? Philippe Pierre, consultant et sociologue, distingue ici des approches monoculturelles, multiculturelles et interculturelles de management. Le management interculturel supposerait une dynamique de reconnaissance au travail qui n'a rien d'automatique et d'autoproclamé. Toutes les organisations humaines, toutes les entreprises, et depuis très longtemps, ont à prendre en compte les dimensions culturelles au travail. On parle aujourd'hui de management interculturel et bien souvent, nous mettons en avant la dimension nationale. On va par exemple, au travers d'analyses précises, scientifiques, quantitatives, vouloir mieux comprendre les façons de faire typiques d'un peuple, d'une nation. Les Espagnols, les Italiens, les Indiens, les Américains, et on va en quelque sorte mesurer des écarts dans cette communication entre partenaires différents. C'est peut-être là une vision un peu restrictive du management interculturel. En effet, des différences de métier, de culture professionnelle, des différences de génération. On peut penser également des différences de genre entre partenaires d'équipe de travail nous amènent à comprendre autrement le management interculturel. La variable nationale n'est pas la seule variable et à mesure que les entreprises étendent leurs champs commerciaux, leur présence à l'international, eh bien on s'aperçoit d'effets de résistance culturelle. La mondialisation n'est en rien une vague uniforme. Et par-delà les injonctions à penser cette mondialisation comme incontournable, en réalité on s'aperçoit que cette vague fait vivre un certain nombre d'effets de ressac, de résistance culturelle. À mesure par exemple que l'on déploie une technologie, on s'aperçoit que les usages qui en sont faits sont très différents selon les pays, selon les continents. Il en est de même en management. Sans revenir au monastère et à la règle de Saint-Benoît qui voyait coexister, coopérer des partenaires en un seul lieu physique, le modèle de la manufacture, des années plus tard, nous invite à penser la séparation entre ceux qui inventent, ceux qui conçoivent et ceux qui sont supposés produire. On connaît aujourd'hui les limites du taylorisme et de ce One Best Way qui est bien loin des impératifs du management interculturel. Interculturel signifie de respecter, autant qu'on puisse se faire, des personnes, femmes, hommes, qui s'expriment au nom de ce qu'elles veulent être, au nom de l'idée qu'elles se font de leur reconnaissance légitime. Or, tout se complique aujourd'hui. À mesure que les entreprises étendent le champ de leur développement international, eh bien, les dirigeants de ces entreprises, le personnel de ces entreprises, doit faire face à des différences non seulement nationales, certes, mais également locales, régionales, continentales. Ce n'est pas une addition des différences, on pourrait penser que c'est une multiplication des différences. Le management interculturel, c'est l'invitation à tirer parti des effets de synergie et de complémentarité. Or, depuis une soixantaine d'années, on voit assez distinctement émerger trois approches, qu'à grands traits on pourrait qualifier de monoculturelles, multiculturelles et interculturelles. Les entreprises sont confrontées à la question interculturelle. Elles doivent être amenées à aménager la question du transfert. Transfert de personnes, transfert de produits, transfert de process. Une première approche, que l'on pourrait qualifier de monoculturelle, va valoriser une figure forte, celle des expatriés. Recrutés au siège de l'entreprise, sélectionnés et mis à l'épreuve sur différents terrains, on va leur confier les clés du destin au travers de différentes missions, souvent longues, 3, 4, 5 ans, et on va en fait leur demander à la fois de produire sur place avec des équipes locales, mais également de contrôler. Cette approche monoculturelle est bien souvent le fait d'organisations qui se considèrent comme des porte-drapeaux d'une nation. Et l'expatrié va être véritablement le représentant, fier, l'ambassadeur, à la fois de son entreprise, mais également de son pays. On connaît les limites de cette approche monoculturelle, très centralisée, qui repose sur un système de reporting très pointu et qui va, au fur et à mesure, malheureusement, dénier les capacités de créativité, d'innovation des équipes locales. Le maître mot de l'approche monoculturelle, c'est le mot assimiler. On va progressivement être absolument sûr qu'il y a une bonne façon de faire, une bonne façon de produire, et on va tenter d'ingérer, d'absorber les ressources locales. Pour les faire devenir, eh bien c'est très simple, comme nous sommes.
du haut vers le bas, ou plutôt du bas vers le haut. Dans cette approche monoculturelle, on en arrive à oublier la créativité des équipes sur place. Et bien souvent, on produit des effets importants de résistance culturelle. L'approche multiculturelle fait le pari de la décentralisation. On va confier localement à ceux qui connaissent les marchés, à ceux qui connaissent également les habitudes, les coutumes des équipes sur place, les clés de la responsabilité des filiales. Dans une approche multiculturelle, eh bien, on peut vivre côte à côte et on va penser que le plus important est de générer une activité, un chiffre d'affaires suffisant pour qu'au total, l'organisation s'y retrouve. Un peu comme à l'image d'une ville qui verrait coexister un certain nombre de quartiers habités par des personnes ou des communautés distinctes, une organisation multiculturelle n'hésite pas à juxtaposer un certain nombre de méthodes, de façons de faire. Alors on le comprend fort bien, le risque, c'est de ne pas saisir l'intelligence de l'autre, c'est de ne pas favoriser les transferts, les échanges, les retours d'expérience entre entités qui vont produire localement. L'approche multiculturelle fait courir le risque de la perte d'unité, là où l'approche monoculturelle fait courir le risque de la domination et peut-être même de méthodes coloniales. L'approche interculturelle est valorisée par des organisations planétaires, des organisations qui sont installées non seulement dans différents pays, mais qui font de la recherche, produisent, investissent avec des populations différentes. L'approche interculturelle est ambitieuse, du moins dans les discours affichés. Les pratiques contredisent parfois ces discours. Il n'empêche que dans une approche interculturelle, le maître mot, c'est le mot intégration. Intégrer ne signifie pas, comme dans l'approche monoculturelle, la domination d'un groupe sur un autre. Intégrer ne signifie pas non plus vivre côte à côte, comme dans l'approche multiculturelle. On court le risque de ne pas aller au-devant des autres et tout simplement de ne pas saisir l'intelligence de l'autre. L'approche interculturelle est une approche qui va tenter de construire et de faire vivre des espaces démocratiques, des espaces où chacun aura une chance d'être reconnu pour ce qu'il est. En quelque sorte, à chacun selon ses mérites, sans distinction d'origine. Derrière cette préoccupation se cache un danger, celui de faire naître, comme par magie, une harmonie interculturelle. Il n'en est rien. Interculturel signifie, à mon sens, un double effet. Un effet de fascination pour la personne qui est en face de nous, et dont nous estimons qu'elle est porteuse de valeur, et un effet de résistance. Nous voulons conserver ce qui également a du prix à nos yeux, et qui fait notre histoire. Fascination, résistance, c'est certainement une dynamique des processus interculturels. L'approche interculturelle ne signifie pas d'ouvrir les autres à la raison. Au contraire, elle nous invite à tirer parti de la raison des autres.